Bonjour à vous, je suis ravi de vous retrouver à nouveau pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais tenter de répondre à la question du moment, quoi faire de son épargne face à une inflation qui bouffe nos portefeuilles? Avant de commencer, je vous rappelle de ne pas oublier de vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Sur cette chaîne, nous parlerons crypto, mais aussi épargne et business. Après cette courte introduction, on va planter le décor pour ensuite parler des solutions qui existent pour protéger son portefeuille de l'inflation et nous terminerons la vidéo sur les façons de se protéger du pire, alors restez bien jusqu'à la fin. Du pire parce que l'équilibre de l'économie mondiale semble plus que jamais fragile. On va probablement vers une récession, voire un effondrement. En tous les cas, si vous avez un peu d'argent en banque, c'est le moment ou jamais de se demander comment protéger son épargne. À titre d'exemple, sur un livret A qui rapporte 2% et face à une inflation en France de 7%, vous perdez 5% chaque année minimum. Actuellement, les marchés boursiers s'effondrent, l'euro dévisse face au dollar et en toile de fond, remontada des taux d'intérêt et bien sûr de l'inflation. Plus que jamais, il est clair que 2023 sera placé sous le signe de l'austérité. On observe actuellement une hausse de l'électricité et une hausse sans précédent des prix du gaz de 170% sur les marchés mondiaux. Quant aux importations, le coût des transports maritimes ont explosé de 650%. Comme j'aime à le dire, le plus dur n'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Explication. Avant de commencer, pensez à vous abonner pour ne rien rater de mes vidéos. Un simple clic suffit. Et pour dire merci, un petit like et un commentaire, ce sera super sympa, ça encourage énormément. Alors merci d'avance. Pour commencer, il faut bien comprendre que plusieurs effets se conjuguent pour former cette spirale infernale. Depuis 2019, le quoi qu'il en coûte a fait exploser la masse monétaire. Masse monétaire qui représente la quantité de monnaie en circulation dans une économie. Elle est régie par les banques centrales. Aux US par exemple, il a été imprimé en 3 ans plus de dollars que dans toute l'histoire de l'impression monétaire aux États-Unis. Sur le site internet Trading Economics, on peut constater à quel point l'impression monétaire depuis 2020 est monstrueuse. En zone euro, c'est pareil. Pour rappel, plus on fabrique de billets, plus on dilue la valeur de l'argent et plus l'inflation augmente. Et si augmenter la masse monétaire peut permettre de renforcer une économie, trop, c'est créer une spirale inflationniste. La solution ? Les valeurs refuges, les réserves de valeur. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour connaître toutes les astuces et ne rien rater. En termes de réserve de valeur, nous avons l'or, bien sûr, mais aussi Bitcoin dans une moindre mesure, qui dispose également de quantités limitées et définies, 21 millions pour être exact, qui de facto peut servir de réserve de valeur. Ok, il est encore très volatile, mais il a déjà fait ses preuves. Par exemple, lorsque le rouble a dévissé suite à la guerre en Ukraine, beaucoup de Russes se sont jetés sur le Bitcoin. Il s'est passé exactement la même chose au Royaume-Uni avec le British Pound récemment. Que ce soit la bourse ou les cryptos, même combat, malgré une relative résilience des marchés crypto, il faut le dire. Mais cette résilience a ses limites et je suis persuadé qu'on va aller chercher un final bottom entre 10 et 14 000 dollars pour Bitcoin dans les prochains mois. Pour info, 200 millions de personnes détiendraient Bitcoin dans le monde. 10 à 15% des Américains détiendraient des cryptos et d'après un sondage Ipsos, 8% des Français en détiendraient et 30% envisageraient d'investir dans ce domaine. Si vous voulez commencer à investir dans les crypto-monnaies, diversifier votre portefeuille, franchement, je vous conseille de faire du DCA, du Dollar Cost Average. D'investir progressivement dans les 6 prochains mois une fraction de votre épargne. Le bénéfice-risque en vaut actuellement clairement la peine plutôt que de laisser son argent sur un livret A ou un autre support bullshit. Avec une inflation en hausse en France de plus de 7% et un livret A à 2% comme je le disais en introduction, fin 2022, le calcul il est vite fait, vous êtes perdant. Alors pour revenir à la question, quoi faire de son épargne ? Selon moi, 2 angles d'approche sont à privilégier. Le premier est de diversifier pour essayer de préserver, voire renforcer son capital, comme nous venons de le voir avec Bitcoin ou avec l'or. Et quant au second angle d'approche, se constituer une petite réserve de valeur chez soi en prévision du pire, en or ou en argent, ça peut être un smart choice. Pour le premier point, diversifier, on va parler IMO dans un premier temps. Quitte à voir mon épargne être rognée par l'inflation, je préférerais acheter cette fucking résidence principale, comme dirait notre cher Yann Darwin. C'est un investisseur YouTuber. Je vous invite à jeter un œil à ses vidéos, c'est particulièrement intéressant. Donc un investisseur,
lui, ne devrait jamais acheter sa résidence principale. Pourquoi? Parce que ça revient à se mettre un boulet au pied, à flinguer son niveau d'endettement. Parce que quand c'est pour soi, on négocie rarement, particulièrement si on a un coup de cœur. Par contre, pour un investissement, la stratégie est différente. Là, on va négocier sec et faire des propositions parfois même indécentes, jusqu'à ce que ça passe, façon marchand de biens. Et si on paye cash, c'est un levier supplémentaire auprès de la banque pour mieux négocier des taux d'intérêt, mais surtout auprès des vendeurs ou des tiers qui vont se bouger pour vous dégoter la pépite parce qu'ils sauront que le crédit ne sera pas rejeté. Cash is king, comme on dit. Mais que vous soyez investisseur ou simplement inquiet de voir fondre votre épargne, placer son argent dans l'immobilier est un choix judicieux. Que ce soit pour y vivre ou pour placer, de tout temps, l'immobilier a servi de valeur refuge. Mon conseil, c'est d'investir si possible en zone urbaine et particulièrement dans les zones tendues, avec une forte demande des loueurs et une densité démographique forte. En ce moment, avec les taux d'intérêt d'emprunt qui remontent, c'est maintenant ou jamais. Aux US, les taux d'emprunt sont remontés de 7%. Et si vous voulez doubler votre investissement, achetez 2 biens dans 2 banques différentes, mais au même moment, c'est une astuce qui vous permet de faire une pierre deux coups sans incidence sur votre niveau d'endettement. Un petit clin d'œil à mon pote Gaëtan qui a pu acheter 2 appartements en même temps en présentant le même dossier. Alors que si vous l'avez compris, s'il avait acheté un appartement et l'autre quelques semaines plus tard, son endettement aurait forcément augmenté et il n'aurait pas pu le faire. Pigé? Attention, il faut bien calculer. Prévoir une zone de confort, une zone d'impayé, prévoir l'augmentation du coût de la vie, etc. À ce sujet, pour rendre votre appartement beaucoup plus rentable, si vous êtes bricoleur, bricoleuse, repérez un appartement avec beaucoup de travaux. Un bien que vous pourrez négocier fortement avec une disposition des points d'eau si possible bien répartis. Et là, à ce moment-là, vous faites 2 studios. C'est quelque chose que j'ai déjà fait et ça vous permet d'avoir 2 loyers. Pourquoi avoir un seul loyer quand on peut en avoir 2 dans un même appartement? D'autant que les studios sont les appartements les plus chers en termes de prix au mètre carré. Exemple, prenez un 2 pièces de 45 mètres carrés. Il est possible de faire 2 studios de 20 mètres carrés avec un sas commun de 5 mètres carrés. Ce même 2 pièces aurait été loué 700 €. Là, vous pouvez empocher 550 € par studio, soit 400 € de plus, de quoi vous permettre de réaliser un appartement en autofinancement. Par les temps qui courent, c'est plutôt rare. Tiens, dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà fait, une division d'appartement. Je suis curieux que vous me racontiez comment ça s'est passé pour vous. Entre nous, ces bons plans, ça vous plaît? J'en ai encore plein, alors restez bien jusqu'à la fin. Pour plus de bons plans, vous avez encore la possibilité de chercher des biens spéciaux, notamment investir dans des chambres d'EHPAD, ce qui peut également être assez rentable et surtout moins exposé au risque d'impayé. Vous pouvez également investir dans des places de parking si vous voulez du dur et pousser la simplicité de gestion à son paroxysme. Il faut savoir qu'il est également possible, si vous cherchez des locataires rentables, de louer à des réfugiés politiques. Dans ce cas de figure, vous avez directement affaire avec l'État qui loge gratuitement ces réfugiés et qui vous paye directement. 0 risque d'impayé, ça c'est l'option tendance. Et si on n'a pas la possibilité d'acheter un appart entièrement, on fait quoi? Eh bien, il est possible d'investir une fraction d'épargne dans l'immobilier avec des sociétés d'investissement comme par exemple Green Bull, une des boîtes de Ian Darwin. Actuellement, ils investissent massivement à Dubaï. En clair, on verse des fonds à Green Bull qui les investit à notre place et on dégage du 15% annuel par exemple. C'est bien connu, l'union fait la force. Et plus tu achètes gros en immobilier, plus ça rapporte. Après, si vous cherchez peu exotique et que vous voulez investir dans la pierre papier, vous avez également les SCPI, Sociétés civiles de placement immobilier, que vous pouvez parfois déclarer en Pinel ou en Cellier pour défiscaliser. Il faut le savoir, donc à ne pas négliger. Ou encore, les OCPI, les organismes collectifs de placement immobilier. C'est à peu près la même chose, à la différence près qu'il y a beaucoup moins d'immobilier dans les OCPI. Me concernant, je préférerais investir dans les sociétés crypto avec un immobilier tokenisé comme Realty, histoire de me placer entre ces deux mondes. Ces dernières solutions permettent d'investir de plus petites sommes et s'adaptent à quasiment tous les budgets. Mais comme il n'y a pas que la pierre comme investissement particulièrement tendance, je vous conseille également d'investir dans des actifs tangibles comme les métaux précieux. J'en viens alors à mon second point, la petite réserve de valeur en prévision du pire scénario. L'or est clairement un bien à détenir. Mais pour ma part, je ne suis pas fan d'investir via la banque en achetant virtuellement en bourse par exemple de l'or. Parce que cet or est numérique, donc ce qu'on achète, on ne le voit pas. Perso, j'aime quand c'est palpable. C'est là que vous me dites, la crypto... Alors oui mais non. Très brièvement, la crypto, on peut réellement la détenir.
En bref, si vous ne connaissez pas les cryptos, c'est de la finance, de l'argent, des projets, mais avec la possibilité de se passer des tiers de confiance comme les banques. La crypto, tu la possèdes réellement. Si tu as un cold wallet, un portefeuille comme une clé USB, c'est palpable. Et tu peux les revendre quand tu veux via un échangeur décentralisé à l'image d'Uniswap. La réalité, c'est que les réserves en or sont, je pense, survendues face au stock réel détenu de certains pays. En d'autres termes, attention quand même, si vous avez quelques milliers d'euros, les transformer en quelque chose de tangible, des louis d'or par exemple, peut être un choix malin. La sécurité ultime en quelque sorte. Encore plus avec le climat géopolitique actuel. Certains vont peut-être en rire. Moi, si on m'avait dit en 2018 ce qu'il arriverait avec le Covid, j'aurais ri également. Donc pour acheter de l'or physique, tous les réseaux bancaires proposent à leurs clients l'achat et la vente d'or, mis à part la banque postale. Comme les transactions sont relativement rares, je vous conseille d'arriver au bureau du conseiller en ayant une idée précise des produits dans lesquels vous souhaitez investir. Une commission d'environ 2% est prélevée par les banques à chaque transaction. Vous pouvez demander une livraison en agence ou à domicile. Dans ce cas-là, votre assurance peut exiger que vous disposiez d'un coffre-fort et d'une alarme, il faut le savoir. Vous pouvez acheter des pièces d'or, des lingotins ou encore des lingots. Les lingotins existent sous différents formats, plus accessibles que les lingots d'1 kg. 10 grammes, 20 grammes, 31,1, c'est le poids d'une once d'or. Vous avez encore 50, 100, 250 grammes et bien sûr 500 grammes. Mais vous pouvez également compléter cette gamme avec des métaux précieux moins chers à l'instar de l'argent. Au moment où je fais la vidéo, une once d'or coûte 1900 € contre 19 € pour l'once d'argent, soit 10 fois moins. Vous pouvez acheter des lingotins d'or de 5 grammes pour à peu près 300 € et compléter avec des pièces d'argent si votre budget est limité. Mieux vaut les acheter sous scellés, avec le numéro associé reporté sur la facture. Pour des raisons fiscales, mais aussi pratiques. Le scellé, ça évite les rayures qui occasionnent des décotes. Privilégier les pièces conditionnées dans des sacs scellés, c'est le gage d'une reprise future sans examen. Et concernant les impôts, parce qu'ils sont quasiment partout, il faut savoir que vous profitez d'une exonération de déclaration si l'or est contenu dans un bijou ou dans un objet de collection. Ou encore si le montant de la cession est inférieur, le montant de la vente donc est inférieur à 5000 €. Pour en terminer avec notre vidéo du jour, n'oublions pas également le domaine de l'art avec un grand A. L'art est parfois considéré comme une niche fiscale. Ça peut être des tableaux, des statues, des objets de collection. Vous pouvez investir si vous êtes connaisseur dans des objets comme des montres de marque. Il est également possible de placer un peu d'argent, toujours pour diversifier, dans une devise stable pour se prémunir uniquement de la dévaluation de l'euro. La couronne norvégienne est connue pour être une devise sûre que vous pouvez acheter facilement contre des euros en passant par une banque comme Revolut. C'est une dernière façon de se prémunir d'une dévaluation de notre devise. Pourquoi la devise norvégienne ? Tout simplement parce qu'elle n'aurait pas de dette et parce qu'elle est alimentée par ses recettes pétrolières et gazières. C'est la première monnaie dont la valeur est déterminée en grande partie par le mouvement des marchés mondiaux et très peu par l'activité économique de son pays. Voilà. J'ai terminé ce tour d'horizon des possibilités pour préserver votre épargne d'ici la fin de l'année. En pratique, on a pu voir que les idées pour sauver votre épargne de l'inflation ne manquent pas. Je pense qu'il n'y a pas une solution ultime, mais plutôt plusieurs solutions adaptées à ses envies, à son énergie et à la taille de votre épargne. En parlant d'épargne, une petite façon de lutter contre cette inflation est de commencer tout simplement par opter par une carte bancaire avec cashback et qui vous rembourse des services comme Netflix ou Spotify. Aujourd'hui en France, autour de moi, la grande majorité des gens ont au moins un compte Netflix ou Spotify. Donc avec une carte bancaire comme Plutus par exemple, vous avez 3% de cashback minimum quand vous allez acheter votre pizza, payer en carte bleue, sans contact même à la boulangerie ou vous payez votre nuit d'hôtel, vous avez 3% de cashback. Et en plus de ça, on vous rembourse au choix Netflix, Spotify et bien d'autres. J'en parle d'ailleurs dans ma dernière vidéo que je vous recommande d'aller voir. En attendant, je vous dis à bientôt. Pensez à vous abonner pour ne rien rater de mes vidéos. Ciao, ciao!